Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Nicole Diesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Notre prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 13 octobre. Vous pouvez déjà vous inscrire en vous rendant sur notre site, lenouvelespritpublic sans séparation.fr. D'ailleurs, vous vous y inscrivez déjà. Nous sommes, comme vous le savez, partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Il est intitulé cette semaine « Climat et fake news, le vrai du faux ». À qui profite le climato-scepticisme et ses infox, se demande Le 1, et en sollicitant des experts de premier plan pour faire pièce à quelques idées reçues, Le 1, en partenariat avec Sorbonne Université, met en lumière combien il est difficile de faire émerger puis admettre une vérité scientifique, aussi solide soit-elle. Vous savez aussi que nous vivons de vos contributions. Vous redirai-je qu'elles peuvent désormais être défiscalisées à hauteur de 66%. Vous suggérerai-je qu'une contribution mensuelle de 30 €, qui ne vous en coûterait que 10, après défiscalisation, serait accueillie avec reconnaissance? Oui. Je vous le redirai et je vous le resuggérerai. Nous allons d'ailleurs remercier celles et ceux d'entre vous qui contribuent à la poursuite de notre activité et dont les petits mots d'accompagnement de leur soutien nous sont extrêmement agréables et tonifiants. Pour ma part, je remercie Alain et Colette Lenézet, Bernard Chapuis, Antoine Rousseau et Pierre-Louis Gavam. Marc-Olivier Padis. Mes remerciements à Olivier de Bernon, Vincent Lebray-Solaire, Bernard Gianzetto et Paul Reynaud-Lacrose. Lucille Schmitt. Et moi, je remercie Jean-François Ninu, Anne Barthes, Pierre Vaillant et Olivier Vess. Nicole Diesotto. Tous nos remerciements à Thierry Michel, Gilles Leray, Guillaume Soubry et Catherine Biguet. C'est Soubry ou Soubrier? J'ai pas pu, comme il y a dans l'Aveyron, on dit Soubrier, mais comme il n'y a pas d'accent sur les machines automatiques, je ne voudrais pas que nous offensions cet auditeur. François Bujon. Et pour ma part, j'exprime ma gratitude à Annie Michio, André Lacoste, Paul-Éric Mondron et Cyril Salomon. Merci à elles, merci à eux, merci à celles et ceux qui les imiteront. Passons maintenant à notre premier sujet qui concerne l'Arabie Saoudite bombardée, puisque le 14 septembre, samedi dernier, des bombardements revendiqués par les rebelles yéménites Houthis ont frappé des raffineries pétrolières saoudiennes, atteignant un régime dont 90% des recettes proviennent de l'extraction de pétrole et qui a dû réduire temporairement sa production de moitié. L'incertitude plane sur le point de lancement qui pourrait se trouver en Iran, mais quoi qu'il en soit, la précision de ces frappes à longue portée laisse supposer l'aide d'un État tiers et du fait du soutien affiché par Téhéran aux Houthis, Donald Trump et Riyad ont accusé l'Iran. L'Arabie Saoudite est engagée depuis 2015 dans une guerre au Yémen où elle est à la tête d'une coalition militaire soutenant le régime en place pro-Riyad. Dans ce pays en guerre civile où 14 millions de personnes sont en situation de pré-famine, les Houthis contrôlent de vastes zones de l'ouest et du nord, dont la capitale Sanaa. Isolée sur la scène internationale, l'Arabie Saoudite s'est enlisée dans cette guerre. Combattant officiellement les Houthis aux côtés de l'armée saoudienne, les Émirats arabes unis sont accusés de soutenir les rebelles pour faciliter une dislocation du Yémen qui leur serait favorable. Le président iranien Hassan Rouhani a affirmé comprendre le bombardement et déclaré que les Yéménites ne faisaient que se défendre contre les attaques saoudiennes sans pour autant admettre en être à l'origine. Ces événements s'inscrivent dans un climat de tension élevé entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Depuis la sortie des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et
et la reprise des sanctions économiques, les relations entre Téhéran et Washington n'ont fait que se détériorer jusqu'à la crise du détroit d'Ormuz cet été, quand les États-Unis ont accusé l'Iran d'avoir attaqué des pétroliers avant que l'Iran ne détruise des drones américains, qu'elle a accusé d'avoir violé son espace aérien. Du côté de l'Arabie Saoudite, l'affaire Khashoggi l'a isolé diplomatiquement à l'automne dernier. Mike Pompeo, vendredi dernier, a déclaré qu'il espérait une solution pacifique. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Grand bien lui fasse, mon cher Philippe, et espérons qu'il a raison. Mais c'est très intéressant parce que ça met le doigt sur les contradictions américaines. Sur cette affaire, il y a beaucoup à dire. On parle des Yéménites. Les Yéménites, ils sont bien loin quand même. Ils sont à 1500 km de la cible qui a été frappée cette fois-ci. Et même si on ne trouve pas de smoking gun, comme on dit, ou d'empreintes digitales sur les missiles de croisière qui ont accompagné les drones, qui ont frappé quand même avec beaucoup de précision les deux installations pétrolières saoudiennes, il y a beaucoup de raisons de penser, c'est ce que disent en tout cas les services américains, que tout vient d'Iran, ou en tout cas de milices, éventuellement de milices irakiennes, commandées par des pasdaran dans le sud de l'Irak. Donc le Yémen a bon dos, mais c'est vraiment du côté de l'Iran qu'il faut rechercher. Alors, au fond, il y a trois choses, je trouve, que cet épisode met en lumière. La première, elle est tout à fait évidente, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est que Donald Trump, en décidant donc le 8 mai 2018, date funeste, de révoquer ou de sortir ou de dénoncer l'accord nucléaire de Vienne du 14 juillet 2015, a ouvert une épouvantable boîte de Pandore. Et ça, tout le monde le savait, tout le monde s'y attendait, ça ne l'a pas arrêté une seule seconde. Il a ouvert une boîte de Pandore, mais en outre, il a enfermé les États-Unis dans une contradiction qui, pour l'instant, me paraît à peu près sans issue. Je vais essayer de m'expliquer. D'abord, la remise en cause de l'accord nucléaire, il l'a fait pour toutes les mauvaises raisons que nous connaissons. La première, c'est évidemment l'influence funeste de M. Netanyahou, qui ne l'a jamais accepté, et du Likoud israélien, qui a toujours critiqué cet accord, sans jamais proposer d'alternative, d'ailleurs. La seconde, c'est qu'il veut évidemment se démarquer d'Obama et toujours défaire ce qu'a fait Obama. Ça, c'est son premier réflexe. Obama a conclu cet accord, donc il est mauvais, c'est le pire accord que les États-Unis aient jamais signé, a-t-il dit, et il le dénonce dans la foulée, en faisant remarquer que cet accord, certes, ne concernait pas du tout le problème des missiles, du désarmement des missiles, et ne mettait pas fin non plus à l'activisme iranien dans tout l'arc chiite du Moyen-Orient, mais par contre en ignorant complètement le fait que ça gelait effectivement le programme nucléaire iranien, ce qui était quand même le premier objectif recherché, et que les Iraniens se conformaient parfaitement à l'accord, c'est ce que tous les inspecteurs de l'AIEA reconnaissaient. Donc c'était plutôt un bon accord, cet accord de 2015, et c'est ce que les autres signataires pensent d'ailleurs, et c'était une erreur évidemment de le dénoncer comme il l'a fait, sans avoir encore rien d'autre à proposer. Alors là, c'est le problème de la contradiction dans laquelle s'enferme M. Trump, à mon avis. Il veut évidemment exercer une pression maximale, c'est le terme consacré dans la stratégie, si j'ose utiliser ce mot, américaine à l'égard de l'Iran, exercer une pression maximale à travers les sanctions qui se durcissent évidemment mois après mois ou semaine après semaine, qui ont d'abord porté sur les biens commerciaux, puis ensuite sur les transactions financières, et qui maintenant cherchent à étouffer complètement les exportations pétrolières de l'Iran, dont l'Iran vit et qui sont absolument vitales pour son économie. Mais cette pression maximale, elle s'arrête à un certain point. Et ce qui est tout à fait clair, c'est que les militaires américains et M. Trump lui-même n'ont pas envie d'une action militaire contre l'Iran et n'ont pas envie de recourir à la force. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire parce que d'un côté, M. Trump veut défaire ce qu'a fait Obama, mais d'un autre, il poursuit complètement sa stratégie, qui est d'éviter à tout prix de se trouver embarqué dans une nouvelle aventure militaire dans le monde musulman. Et du coup, il apparaît comme un tigre de papier, M. Trump, parce qu'il est là avec sa pression maximale, tout en disant « je ne veux pas de changement de régime à Téhéran », et tout en
montrant à l'évidence, et la déclaration de Mike Pompeo que vous venez de citer va encore une fois dans ce sens, qu'il ne veut pas d'une action coercitive militaire. Alors, ça veut dire qu'il a un sabre en bois, en réalité, et qu'il ne sait pas que faire. Il est pris dans cette contradiction tout en ayant causé un dommage maximum. Bon, ça rappelle, c'est pas la première fois que les Américains s'enferment dans une impasse stratégique de ce type. Les administrations américaines successives après la première guerre du Golfe, s'était enfermé dans une contradiction un peu similaire, je le rappelle pour l'histoire, qui consistait à vouloir désarmer l'Irak sans l'avoir occupé. C'était la première fois dans l'histoire qu'on voulait désarmer un pays sans l'occuper. D'où 15 ans d'ennui ensuite, et bien entendu toutes les conséquences désastreuses que vous connaissez. Ça, c'est une première remarque. La seconde, c'est qu'au regard de cette attitude américaine assez inconséquente, honnêtement, il faut s'arrêter une minute devant la résilience dont fait preuve le régime iranien. Parce que l'Iran est effectivement asphyxiée, elle ne peut plus exporter son pétrole, elle est objectivement dans une situation économique catastrophique, avec une inflation qui avoisine 40%, une relative impopularité des religieux dans le monde laïque iranien, et des rêves inassouvis de pouvoir revenir dans le grand courant des affaires économiques mondiales. Mais cependant, l'Iran est actif sur tous les fronts. Il est actif, il développe sa présence dans l'arc chiite, on l'a bien vu, à travers le Hezbollah, à travers sa présence militaire en Syrie. Il harcèle l'Arabie saoudite de toutes les façons possibles et imaginables. Il entretient des relations avec la Russie et avec la Chine qui sont parfaitement ambiguës, mais qui sont quand même assez complices sur un certain nombre de sujets. Et il maintient dans le Golfe un climat d'insécurité permanent, puisque de temps en temps, un tanker est attaqué, de temps en temps un navire est arraisonné, de temps en temps un drone américain est abattu, et bien entendu, M. Trump arrête, comme l'avait fait Obama pour la Syrie, l'opération de représailles au moment où elle devrait se déclencher. Donc l'Iran joue un jeu intelligent, mais très dangereux, qui consiste bien entendu à la fois sur l'accord nucléaire à s'affranchir progressivement des contraintes sur l'enrichissement, et par ailleurs, sur les exportations pétrolières, à déclarer, comme l'a fait le vice-ministre des Affaires étrangères, que si l'Iran n'a pas le droit d'exporter son pétrole, personne ne pourra l'exporter. J'aurais beaucoup à dire, Philippe, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, sur l'Arabie saoudite. Tout à l'heure. Oui, Nicole Lisoto. En termes moins diplomatiques, je vais enfoncer le clou d'abord sur la responsabilité américaine dans le déclenchement de cette crise. Nous étions partis depuis 2013, et avec la signature de l'accord de 2015, dans une dynamique plutôt de réinsertion de l'Iran progressivement, prudemment dans la communauté internationale, avec arrêt de leur programme de prolifération nucléaire, contre levée progressive des sanctions et vérification tous les mois par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie, et Donald Trump a cassé cette dynamique au profit d'une dynamique de confrontation entre, d'un côté, l'Amérique-Israël, de l'autre côté, l'Iran et la Russie. Donc je crois, on peut raisonnablement s'inquiéter des agissements de l'Iran, mais on devrait s'inquiéter beaucoup plus et condamner beaucoup plus la politique américaine qui n'a pas fait une erreur, qui a fait une faute au regard de la sécurité internationale. Mon deuxième point, pour aller peut-être encore plus loin de ce que disait François Buchan de l'Étang, je crois que les Américains sont piégés par leur propre stratégie. Leur idée, c'était d'affaiblir le régime des mollahs. Or, plus on attaque l'Iran, plus le nationalisme iranien joue, et le régime est de plus en plus fort, même si l'économie est de pire en pire. Deuxièmement, leur objectif, c'était d'isoler l'Iran sur la scène internationale, et on aperçoit que l'Iran a trouvé depuis 2015 des alliés entre la Russie et la Turquie et la Chine, qui continuent d'acheter le pétrole iranien parce qu'elle ne l'achète pas en dollars, donc elle ne risque rien. Et troisièmement, surtout, les Américains pensaient qu'en affaiblissement les exportations de pétrole iranien, ils allaient compenser sur le marché mondial par leur propre gaz de schiste et par les autres sources de pétrole. Or, on est aujourd'hui dans une situation où il y a un embargo sur le Venezuela, où le gaz de schiste ne produit pas encore les effets compensatoires que l'Amérique pensait. Et donc, tout le monde, le prix du pétrole va nuire à absolument tout le monde. Et en période électorale,
S'il y a une chose que Donald Trump ne peut pas se permettre, c'est une augmentation drastique des prix du pétrole aux États-Unis, et 2, une nouvelle guerre avec l'Iran. Donc ils sont piégés par leur propre stratégie et ils n'ont aucun autre choix que, évidemment, de négocier avec l'Iran. Dernier point. Les Iraniens, effectivement, sont opportunistes avec un grand succès, très grand succès. Et troisièmement, ce qui est quand même la leçon extraordinaire de cette affaire, qui va encourager, je crois, les Américains à négocier avec les Iraniens, c'est la disparition stratégique de l'Arabie Saoudite. Ce pays, incapable de se défendre alors qu'il dépense 14 milliards de dollars par an pour acheter des antimissiles américains. Donc ce pays n'est plus stratégiquement pour les États-Unis un allié qui a la moindre influence dans la région. Lucille Schmitt. Oui, je pense que je vais rebondir sur ce que vient de dire Nicole sur la faiblesse de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que pour nous, imaginer que ce très grand producteur d'hydrocarbures est aussi faible, c'est quelque chose qui est nouveau. Et je crois qu'on découvre à travers cette attaque extrêmement destructrice, on découvre la fragilité aussi économique qui est la nôtre. Je crois qu'il y a quelque chose à dire là-dessus sur notre dépendance par rapport aux hydrocarbures. Sujet sur lequel je rappelle que ça fait à peu près 40 ans qu'on discute sur l'idée de s'en sortir parce qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais on est toujours aussi dépendant, au fond, de quelques grands producteurs d'or noir. Et cette question de la vulnérabilité de l'Arabie Saoudite à des drones, c'est un sujet sur lequel il faut s'interroger. Pourquoi ? Parce que c'est pas la première fois. Certes, c'est l'opération la plus destructrice, mais en fait, les choses ont commencé déjà au printemps. C'est la 3e attaque, en fait, de cette guerre des drones. Et à travers cette guerre des drones, on découvre que l'Arabie Saoudite, qui s'est pourtant largement dotée en défense anti-aérienne américaine, n'a pas la capacité à se défendre réellement. Alors je ne sais pas si c'est l'Iran, si comme le disait François, ce sont des milices pro-iraniennes, si ce sont les Houthis. On pense que ce ne sont pas les Houthis. Mais la vérité par rapport à ça, c'est qu'en tout cas l'extrême vulnérabilité de l'Arabie Saoudite est une découverte assez effrayante sur cette idée de peut-être qu'il va y avoir une guerre par défaut, une guerre provoquée par ces drones, alors même qu'a priori les drones c'est chirurgical, c'est quelque chose qui permet au fond de ne pas faire la guerre. Et par rapport à cette question-là, la façon dont Donald Trump se dégonfle est effectivement quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne fait pas la guerre avec des tweets. Et quelque part, je regardais cette presse traduite bien sûr en anglais d'Arabie Saoudite disant au fond, Donald Trump n'est pas un homme qui veut faire la guerre, il veut faire des deals. Et donc c'est d'abord un homme qui veut faire des deals économiques, on le voit bien par rapport à la Chine sur la guerre commerciale, il ne veut pas être vraiment belliqueux. C'est sans doute une déférence assez profonde par rapport à tout ce qui a pu se passer dans cette péninsule arabique jusqu'à présent, sachant que par ailleurs, il y a une vraie guerre, et moi je voudrais terminer là-dessus, il y a une vraie guerre qui est en train de se dérouler, qui est la pire des guerres au Yémen, qui est la guerre la plus terrible sur le plan humanitaire, avec toute l'activation des armes aujourd'hui de ces guerres modernes qu'on connaît, avec l'utilisation des famines, avec l'utilisation des milices, l'utilisation des enfants soldats. Et donc, en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est pourquoi l'Iran, effectivement, ne revendique pas, au fond, l'opération et pourquoi les Houthis la revendiquent. Ils la revendiquent parce que les Houthis veulent quelque part attirer de nouveau l'attention sur leur situation humanitaire et rappeler quand même que la Commission des droits de l'homme de l'ONU vient d'émettre début septembre un rapport terrible, en fait, sur l'état de ce qui se passe au Yémen, en mettant en cause 3 puissances. Les États-Unis, sur la vente d'armes, la France et le Royaume-Uni. Donc, nous sommes directement en situation, nous, Français, de nous poser la question par rapport à la péninsule arabique de ce qui est en train de se passer, sachant que la situation humanitaire au Yémen implique sans doute de se mettre autour de la table et que, au fond, nous pourrions utiliser aussi ce qui vient de se passer, non seulement pour prendre en considération nos intérêts économiques, mais aussi le fait que la France puisse rebondir sur cette situation et pas seulement nier le fait qu'elle a vendu des armes qui sont aujourd'hui utilisées au Yémen, comme l'a fait Florence Parly, notre ministre des Armées. Marc-Olivier Badis. Oui, ce que montrent les 3 interventions, c'est que, en fait, on a l'impression au départ que c'est un sujet très exotique et très loin de nous, et qu'en réalité, on voit que nous sommes pris aussi dans cette histoire, comme l'a dit très justement Lucille à propos des armes, des armes françaises. C'est vrai que la réponse de la ministre était particulièrement rapide en disant mais ne vous inquiétez pas, on a des critères qui autorisent les ventes, etc. Ben justement, par exemple, l'Allemagne, qui est aussi une grande puissance exportatrice en matière d'armes,
a eu un débat au Bundestag et ils ont conclu que les conditions n'étaient pas remplies aujourd'hui pour vendre des armes à l'Arabie Saoudite en raison de l'usage qui en est fait contre le Yémen. Et c'est un aspect de la controverse aujourd'hui, enfin c'est un des sujets que nos partenaires allemands mettent sur la table avec les discussions avec les Français. Donc on a l'impression qu'en fait c'est un sujet très lointain avec deux théocraties avec lesquelles on n'a rien à voir. D'un côté la théocratie chiite en Iran, de l'autre la théocratie sunnite en Arabie Saoudite, deux pays complètement opposés. D'un côté un empire millénaire perse, très conscient de son histoire et de la place qu'elle doit occuper, ça c'est l'Iran, et puis un pays complètement récent, en fait, un peu artificiel, qui a une ressource symbolique, c'est que la Mecque est sur son territoire, ils n'ont rien fait pour ça, et puis une ressource économique extraordinaire qui est le pétrole. Mais en réalité, nous sommes concernés de très près par cette crise, aussi parce que, en fait, tout le monde se demande dans l'économie mondiale, aujourd'hui, comment les choses peuvent tourner. On a l'impression qu'on est au bord d'un déséquilibre, au bord d'une crise en fait économique, et qu'il manque plus qu'une étincelle pour que les marchés paniquent, etc. Ce qu'on a déjà vu un peu cette semaine, c'est-à-dire avec une flambée temporaire, mais quand même significative des cours du pétrole, et qui peuvent très bien repartir à la hausse, et comme l'a dit Nicole, avec des effets politiques extrêmement importants. Mais on est concerné aussi pour une autre raison, c'est que la raison qui tient à la stratégie iranienne, le fait que les Iraniens expriment toujours leur puissance, leur influence par des guerres par procuration. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des milices, c'est le Hezbollah, ils ont été présents en Syrie, ça on a vu à quel point, et bien sûr ils sont présents au Yémen. Et donc l'Iran, même sans être en guerre directement, a toujours utilisé des moyens de mener des guerres par des groupes ou par des méthodes guerrières atypiques, en dehors des règles d'ailleurs, souvent le terrorisme, etc. Et on peut dire que d'ailleurs les drones, c'est une nouvelle version de l'arme du pauvre. On disait des suicides terroristes que c'était l'arme du pauvre, mais les drones, c'est quand même quelque chose de très agile, très, très ciblé. Bon, la dernière raison pour laquelle ce sujet nous concerne, c'est les États-Unis. C'est-à-dire, on l'a vu sur un point qu'a souligné Nicole, c'est que les États-Unis a dit, sanctions, l'Iran ne pourra plus vendre son pétrole, ça va les asphyxier. Et de fait, François l'a rappelé, le pétrole, c'est vraiment essentiel. C'est 80% des exportations iraniennes, c'est 50% du budget de l'État. Donc, s'ils n'ont plus ces ressources-là, ils sont vraiment asphyxiés. Mais la Chine et la Turquie ont dit, ah non, nous, on va continuer à acheter. Donc, l'autorité américaine est complètement bafouée. Enfin, la capacité américaine à imposer, disons, ses vues à l'échelle du monde est complètement bafouée, ridiculisée. Et du coup, ça renvoie quand même une petite question sur quelle est la stratégie à Washington. C'est quand même compliqué à savoir. Alors, le seul point un peu positif que je vois dans tout ça, c'est le départ aussi récent de John Bolton, qui était le conseiller de Trump sur ces questions-là, et qui était vraiment un faucon. Alors lui, il visait le changement de régime. On dit souvent qu'aux États-Unis, il y a deux courants, il y a les isolationnistes et les internationalistes, et un clivage qui ne correspond pas à l'opposition démocrate-républicain d'ailleurs. Mais Bolton était complètement en dehors de ça. C'était vraiment un unilatéraliste, c'est-à-dire qu'il était pour des interventions américaines contre les isolationnistes, mais qu'en revanche, il ne croyait absolument pas qu'on pouvait régler quoi que ce soit en instaurant des règles internationales, donc à l'encontre des internationalistes. Il était vraiment nationaliste, militariste, il était pour utiliser la force et changer le régime à Téhéran de force. Et ce qui est intéressant, c'est que Trump n'est pas, pour autant qu'on puisse savoir, sur cette ligne-là. Trump, c'est deux choses. Un, comme l'a dit Lucile, c'est des deals personnels. Et ça, les Iraniens ne lui accorderont jamais, comme il a pu le faire avec le leader nord-coréen, un entretien en tête-à-tête. Les Iraniens maîtrisent beaucoup trop la diplomatie internationale, je pense, pour donner ce type de victoire symbolique à Trump. Et puis, deuxièmement, c'est les sanctions commerciales. C'est ces deux outils, c'est sanctions commerciales et je fais un deal dans ma relation personnelle. Et là, on voit l'échec complet de cette double stratégie. Ça ne peut pas marcher.
et parce que les sanctions commerciales, ça ne marchera pas contre l'Iran. D'abord, parce que ça va renforcer le régime au lieu de l'affaiblir. Et puis surtout, comme ça a été dit, parce que les Iraniens ont dit « Ah bon, on ne peut pas vendre notre pétrole ?» Eh bien, personne n'y arrivera. Ils vont bloquer le détroit d'Ormuz, ils vont faire monter les cours du pétrole, ils vont utiliser le Hezbollah, les Houthis, je ne sais qui, pour perturber les exportations saoudiennes. Et donc, c'est ça la menace qui pèse en fait sur l'ensemble du marché de l'énergie mondiale. François Bujon de l'Étang. Oui, tout cela est vrai. Sur le fait que les Américains se sont enfermés dans une contradiction complète, je crois que j'étais le premier à le dire. Ils n'ont pas de stratégie en réalité. Ils ont cette idée de la pression maximale, mais comme ils ne veulent pas prendre de mesures militaires de coercition sérieuses, c'est un sabre de bois effectivement, et ça ne mène nulle part. Alors, on est tellement occupé toujours à opposer Trump à Obama qu'on oublie de dire que c'est quand même la continuation de la même politique par d'autres moyens, parce que le premier qui a décidé qu'il ne voulait pas engager les États-Unis dans de nouvelles aventures militaires dans le monde musulman, c'est bien Obama. Et en réalité, Trump est dans sa continuité parfaite, mais avec des méthodes évidemment complètement différentes et complètement opposées. Donc là-dessus, je suis 1000 fois d'accord sur cette contradiction et cette espèce d'impasse dans laquelle les Américains s'enfoncent. Sur la résilience du régime iranien, nous avons tout dit aussi. Ils sont bons, les Iraniens, ils jouent bien du clavier dont ils disposent. Mais je crois qu'il faut effectivement mettre en lumière, vous l'avez fait l'une et l'autre, Lucille et Nicole, l'ineptitude complète de l'allié saoudien, qui est quand même le maillon très très faible dans cette chaîne. Parce que voilà un pays richissime. Voilà un pays qui dépense pour son armement des sommes absolument astronomiques. Voilà un pays surarmé. Et voilà un pays qui est absolument incapable de défendre l'espace aérien autour de ses installations pétrolières les plus emblématiques et les plus stratégiques. Puisque d'un seul coup, sur une attaque de drone, ils perdent quand même la moitié de leur capacité d'exportation. Bien sûr, elle va revenir, on va faire des réparations rapides. Mais ils diminuent de 5% l'approvisionnement mondial aussi, d'un seul coup. Or, ils en vivent, ils en dépendent. Et voilà quand même un pays qui est dans une impasse stratégique complète, alors lui, pour le coup. Monsieur Mohammed bin Salman, le prince Mohammed bin Salman, le prince héritier, a tout un programme de modernisation mirifique de l'Arabie saoudite qui repose pour l'essentiel, pour son financement, sur la mise en bourse de la grande compagnie Saudi Aramco, qui est déjà en retard par rapport à ce qu'il avait espéré. Bien entendu, des incidents comme celui qui vient d'arriver ne peuvent que retarder encore la mise sur le marché de Saudi Aramco. Les exportations saoudiennes baissent. Et avec tout l'argent qu'ils ont dépensé pour acheter des armements sophistiqués américains, ils sont incapables d'assurer leur sécurité aérienne et ils sont incapables de gagner la guerre du Yémen, qui est effectivement un truc épouvantable qui dure depuis plus de 4 ans et dont on ne voit pas du tout l'issue. Alors, c'est quand même un cas, je trouve, tout à fait extrême. Et en réalité, on ne peut que s'en préoccuper parce que s'il y a un scénario catastrophe qui menace vraiment la stabilité des cours du pétrole, s'il y a une menace de blocage du détroit d'Ormuz, c'est très grave. C'est un casus belli, le blocage du détroit d'Ormuz. Les Iraniens le savent d'ailleurs. Jusqu'où ils peuvent aller, c'est la grande question qui se pose et qu'ils doivent se poser eux-mêmes. Mais l'Arabie saoudite ne sait pas se défendre et en réalité, la protection américaine de l'Arabie saoudite est illusoire. Les Américains leur vendent des armes, mais ils ne font rien de plus. Nicole Nisotto. Je voudrais juste ajouter un mot sur la stratégie française. Parce qu'on a vu, depuis le début d'ailleurs, depuis l'origine de la menace nucléaire iranienne, donc depuis 2013, la France a pris l'avant-garde, en tout cas en Europe, d'une stratégie très dure à l'égard de l'Iran pendant la négociation du traité. On se souvient que Laurent Fabius était même accusé d'être plus néoconservateur que les néoconservateurs dans l'exigence sur les clauses de surveillance des activités nucléaires iraniennes. Et Emmanuel Macron, sur la base de cette dureté, c'est-à-dire la France ne peut être soupçonnée de rien du tout, a pris une politique, a décidé d'une stratégie de mouvement depuis les sanctions américaines. Et donc, on a soutenu, voire incité les Européens à essayer de monter très vite, mais ça prend du temps, un mécanisme
mécanisme de compensation pour les sociétés françaises qui investiraient en Iran. Il a, comme vous le savez, invité le ministre des Affaires étrangères iranien à Biarritz, à côté du G7, et il a proposé un fonds de 15 milliards d'euros pour essayer de compenser, contre du pétrole, pour compenser les sanctions. Malheureusement, tout cela ne marche pas vraiment. En particulier, la Banque de France ne veut pas prendre le risque d'être victime des sanctions américaines, mais je crois qu'il faut quand même reconnaître que la France, sur ce dossier iranien, a raison. On ne peut pas rester dans une confrontation avec l'Iran alors qu'on a signé avec un traité que seule l'Amérique dénonce. Tous les autres, les Chinois, les Russes, les Français, les Britanniques et les Allemands et les Iraniens sont pour le maintien du traité. Et je trouve que Emmanuel Macron devrait inciter l'Europe, alors évidemment là on est dans le creux, mais que le premier acte de politique étrangère de l'Europe soit sur l'Iran, parce que sinon, moi ce que je crains beaucoup, c'est que notre solitude à l'extérieur se paye à l'intérieur. S'il y a une augmentation de 10 centimes de litre de l'essence, les gilets jaunes, c'est reparti pour un tour. Au moins, le gouvernement a-t-il la possibilité de jouer sur les taxes? Lucile Schmitt. Oui, deux petites choses. Moi, je crois qu'il faut souligner aussi l'asymétrie de la situation européenne par rapport à la situation américaine, par rapport à la dépendance au pétrole et aux hydrocarbures. On sait bien que les États-Unis ont maintenant la ressource du gaz de schiste. Ils sont producteurs et ils peuvent même compter sur le marché mondial. Ils peuvent être exportateurs. C'est fonction du prix. Donc, cette asymétrie des situations entre les États-Unis et l'Europe implique que l'Europe se pose la question d'une attitude plus active et de reprendre une position diplomatique, parce que nous ne sommes ni dans la même situation diplomatique, ni dans la même situation économique en termes d'importation. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Et je ne sais pas si Emmanuel Macron fera les choses, si ce sera l'Union européenne. L'arrivée d'une nouvelle commission, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette nouvelle commission choisira de jouer un rôle plus important sur la scène diplomatique mondiale? J'espère, en tout cas, c'est le pari que j'aimerais qu'on fasse. Et puis la deuxième petite chose que je voulais dire, c'est que moi, je jubile un petit peu du fait qu'aujourd'hui, grâce à cette guerre des drones et cette guerre des nerfs, on retrouve aussi l'importance de la géographie en matière de relations internationales. On n'est plus dans le tweet, on sait ce que c'est que le détroit d'Ormuz, on sait où est l'Irak, on sait où est l'Iran, peut-être pas Donald Trump, mais on se retrouve dans une situation où il faut retrouver la conscience des territoires, la conscience géographique qui est si importante pour mener des relations internationales concrètes. Et au fond, on voit bien à travers ça que l'exercice diplomatique n'est pas virtuel et il y a quelque chose qui doit s'enraciner, comme ça a été rappelé, dans la conscience historique de ce que sont les États. Je trouve que c'est aussi quelque chose d'essentiel à dire aujourd'hui. À la fin de mon adolescence, à propos de Donald Trump, j'étais copain d'un garçon dont le père avait une plage privée, enfin pas une plage privée, qu'il louait, une plage qu'il louait. Il était le tenancier d'une plage sur la Côte d'Azur. Et sur ces plages, il y avait des messieurs qui avaient un comportement un peu particulier, des matamores, qui ne pouvaient pas voir passer une dame sans venir essayer de lui proposer leur service, qui avaient des maillots de bain un peu spéciaux, avec poutre apparente, si j'ose dire, enfin qui se vantaient de leur conquête, dont on ne voyait d'ailleurs pas très bien qui elles étaient, parce qu'ils étaient plus souvent sur la plage que là où ils étaient censés avoir emmené leur conquête. Et le père de mon copain, celui qui tenait cette plage, leur avait trouvé un surnom, et ce surnom me fait penser à un nom générique, plus exactement, qui me fait penser à Trump. Il les appelait des roule-couilles. Je vous propose, François Bujon de Letton est consterné par le caractère totalement dépourvu de la moindre distinction. Je ne parle même pas du caractère. Non, je me demande comment les mollahs iraniens réagiraient à cette expression. Et moi, je me demandais comment on pourrait la traduire en anglais. Nos auditeurs sont invités à contribuer. Ils peuvent aussi d'ailleurs la traduire en farsi, s'ils en sont... Enfin, que les mollahs iraniens puissent répondre à la question de François Bujon de Letton. Intéressons-nous maintenant à ce qui se passe et ce qui pourrait se passer à Hong Kong, qui est toujours sous tension après plusieurs mois de manifestations, tantôt pacifiques et dans le calme, et tantôt marquées par des affrontements avec la police. Lancé à la suite d'un projet de loi défendu par la dirigeante Carrie Lam, projet visant à permettre des extraditions vers Pékin. Les manifestations se sont poursuivies même après le retrait définitif, mais tardif, du projet de loi le 4 septembre dernier. Les manifestants, dont une majorité de jeunes, réclament un système plus démocratique, ainsi qu'il est prévu par les accords entre Pékin et Londres. Officiellement, d'ailleurs, Pékin est engagé à maintenir le statu quo, un pays deux systèmes, qui doit rester en vigueur jusqu'en 2047. Au-delà des revendications démocratiques, Hong Kong souffre de problèmes liés aux inégalités économiques, notamment le prix du logement, 13 000 € le mètre carré, qui
sous-jacent, si j'ose dire, dans les manifestations de ces dernières semaines. En août, l'armée chinoise a procédé près de Hong Kong à des exercices militaires très médiatisés afin de faire pression sur la rue et d'afficher sa capacité à intervenir militairement. 30 ans après le massacre de Tiananmen, cette démonstration fait craindre une opération militaire de l'armée chinoise. Une telle décision apparaîtrait dans la continuité pour Pékin, qui n'a jamais cherché à établir un dialogue avec les manifestants. Les Hongkongais ayant bloqué l'aéroport en août ont été qualifiés de terroristes par le pouvoir, et en 2014, le mouvement des parapluies avait déjà suscité l'inflexibilité de Pékin. Une intervention militaire de Pékin pourrait servir à neutraliser les tendances anti-régime ou pro-démocratiques ailleurs en Chine, notamment au Xinjiang ou au Tibet, tout en envoyant un message fort alors que les 70 ans de la fondation de la République populaire approchent. Le poids économique et les réticences du président Trump à condamner les violences policières à Hong Kong amènent à penser que la Chine n'a que peu à craindre de rétorsion internationale en cas d'intervention armée. Cependant, Pékin a à sa disposition des moyens plus modernes pour décourager les manifestations, comme l'usage des réseaux sociaux pour véhiculer de fausses informations, ou la reconnaissance faciale des manifestants afin de les cibler, etc., etc. Sur cette question, Nicole Lesotho. Alors, il y a énormément de choses à dire sur cette crise entre Hong Kong et Pékin. Mais moi, je voudrais d'abord insister sur l'impasse occidentale, voire même l'inexistence de l'Occident dans cette crise, comme si les Chinois, sans le dire, avaient instauré une sorte de doctrine morale en Asie. Ce ne sont pas nos affaires. Quand on regarde effectivement la réaction des Occidentaux, on est frappé par une double attitude, le silence ou l'extrême prudence. Tout le monde est absolument muet, sauf Madame Merkel, très légitimiste, qui défend le principe un pays de système. Le Parlement européen a voté une résolution interdisant la vente d'armes susceptibles d'aider les polices des dictatures à faire du mal aux manifestants. Enfin, on croit rêver. Donald Trump a appelé la Chine à plus d'humanité, mais c'est tout, en disant que c'est une affaire à régler entre eux. Et la France est totalement silencieuse, mais Emmanuel Macron prépare un voyage en Chine au mois de novembre. Et donc, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les Occidentaux sont pris dans une espèce de piège juridique. Je rappelle que ces deux territoires, Macao et Hong Kong, ont été donc rétrocédés par les anciennes colonies portugaises et britanniques en 97 pour Hong Kong, en 99 pour Macao, avec une période de transition jusqu'en 2047 pour Hong Kong et 2049 pour Macao. Au bout de la période de transition de 50 ans, ces pays d'après l'accord, enfin ces entités d'après l'accord, reviennent à la Chine. Et donc, soit nous sommes totalement stupides, soit de jure, nous avons accepté que en 2047 et 49, il y aura la fin annoncée de la démocratie à Macao et à Hong Kong. Nous l'avons. Alors, soit on est totalement cynique et on a accepté la suspension de la démocratie dans ces deux entités, soit on est complètement naïf, c'est-à-dire on a cru qu'en 2047, la Chine serait peut-être devenue plus ouverte, plus démocratique, et que tout irait mieux. Mais je crois que les Occidentaux aujourd'hui ne se rendent pas compte, ou en tout cas sont piégés par cette espèce de cynisme stratégique, d'où leur embarras à défendre quoi que ce soit, et en particulier les manifestants pour la démocratie. Alors, que faire ? Moi, je crois qu'il faut compenser ce cynisme juridique par un cynisme financier. Aujourd'hui, Hong Kong est la troisième plaque financière mondiale après New York et Londres, mais si Londres est victime des effets du Brexit, ça sera la deuxième plaque financière mondiale. 60% des investissements étrangers chinois vont à Hong Kong. L'interdépendance entre les deux économies est absolument totale. C'est la soupape de l'économie chinoise, et donc il faut faire une espèce de chantage aux Chinois en leur disant que la suspension du régime d'administration spéciale RAS de Hong Kong, que ce soit en 2047 ou maintenant, est un coup presque mortel pour l'économie chinoise. Autrement dit, je pense qu'il faudrait se servir de cette crise pour atténuer
l'échéance fatale de 2047. Parce que sinon, on peut prendre toutes les mesures de révolte, d'indignation que l'on veut face à la répression chinoise, mais de facto, nous sommes dans le clan chinois. Nous avons accepté la disparition de la démocratie en 2047, et la seule façon de s'en sortir, c'est effectivement de jouer le chantage des marchés financiers. François Bujon de l'Étang. Oui, c'est compliqué cette affaire parce qu'on n'a pas vraiment, Nicole, accepté, puisqu'en réalité, l'accord sino-britannique de 1984 prévoyait, la rétrocession était en 97, mais l'accord date de 84, et il prévoyait qu'après les 50 ans de transition, Hong Kong retournerait à la Chine, mais selon le principe un pays, deux systèmes. Ça, c'était le principe qu'avaient accepté les Chinois. Un pays, deux systèmes. Or, ce que montre aujourd'hui l'impasse dans laquelle on est, c'est que les Chinois n'acceptent pas cette idée d'un pays, deux systèmes. Un pays, oui. Deux systèmes, non. En fait, c'est très clair. Et derrière, évidemment, Hong Kong se profile Taïwan, à qui la même jurisprudence serait évidemment applicable en cas de réunification. Et c'est ce que réclament, au fond, les manifestants à Hong Kong. Ils réclament le maintien de deux systèmes, même en cas de réunification. Ils demandent maintenant, dans leurs revendications, qui ont commencé sur la loi d'extradition, laquelle a fini par être retirée, d'ailleurs par Carrie Lam, beaucoup trop tard et de façon tout à fait inefficace, mais enfin, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Ils réclament, au fond, l'application des libertés publiques au-delà de la date limite et l'application du suffrage universel. Ça fait partie vraiment de leurs revendications. Ce n'est pas acceptable pour Pékin. Alors, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que, c'est la conclusion qu'on vient d'en tirer, ils n'acceptent pas un pays de système, qu'ils ont été les premiers à mettre en avant comme une espèce de subterfuge, au fond, pour la réunification de la Chine avec l'accueil des anciennes colonies. Ils ne l'acceptent pas. Ils ont jeté le masque, en réalité, bien avant 2047. La Chine n'applique pas les accords internationaux qu'elle a signés. Voilà. C'est la conclusion première que la communauté internationale doit en retirer. On l'a déjà vu d'ailleurs dans les incidents dont nous avons parlé dans d'autres émissions, dans les mers de Chine en réalité. Ils n'appliquent pas le droit de la mer, ils n'appliquent pas les conventions internationales signées par les Nations Unies sur le droit de la mer. Ils n'appliquent que ce qui les arrange et on a parlé de doctrine de Monroe, effectivement. Ils adoptent une espèce de doctrine de Monroe qui consiste à dire nous sommes l'empire du milieu, tout ce qui nous concerne et vous êtes priés de vous occuper d'autre chose. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont dit au gouvernement britannique, puisque les manifestants de Hong Kong sont allés devant le consulat britannique. Enfin, c'est le silence du Royaume-Uni dans cette affaire, alors que c'est lui qui a signé l'accord de 84, est quand même tout à fait extraordinaire et très révélateur de l'impuissance occidentale dont parlait Nicole. Mais je pense qu'il faut tirer la conclusion claire que la Chine, comme d'autres, ne respecte pas sa signature et n'applique pas les engagements qu'elle a pris. Lucille Schmitt. Oui, ce qui est absolument palpitant et peut-être assez tragique par rapport à la situation à Hong Kong, c'est qu'on assiste maintenant à des scènes tout à fait nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a eu, en quelque sorte, par rapport à ce qui vient d'être dit par Nicole et François, maintenant une irruption de la présence de la Chine sur la scène en visibilité à Hong Kong, alors même que jusqu'à présent, nous voyions des millions de manifestants qualifiés d'émeutiers par la Chine, mais qui, eux, disaient qu'ils étaient des démocrates. Je rappelle qu'il y a aussi une discussion sémantique. Sommes-nous des démocrates ou sommes-nous considérés comme des émeutiers, que je trouve assez intéressante. Des terroristes. Voire des terroristes, émeutiers, terroristes. Mais en tout cas, eux, ils disent qu'ils sont des démocrates. Et je crois que nous, de notre côté, nous sommes maintenant interpellés pour savoir comment nous les qualifions. Je pense qu'il y a quelque chose d'important là-dessus. Et on assiste maintenant à ces scènes où on a des batailles de parapluies. C'est-à-dire que comme les parapluies, certes, ils étaient là en 2014, mais ils continuent à être très présents dans les manifestations pour se protéger ou comme une arme. Bataille de parapluies entre partisans de la Chine populaire et partisans de la démocratie à Hong Kong. Bataille aussi en utilisant les drapeaux de la Chine populaire pour taper les démocrates / émeutiers. Donc, il y a quelque chose qui aujourd'hui apparaît en termes de démonstration de violence dans l'espace public. Et donc,
une étape a été franchie. La deuxième chose qui me semble aussi très intéressante, c'est que Twitter et Facebook ont dû fermer, Twitter a fermé plus d'un millier de comptes Twitter utilisés par des partisans de la Chine populaire. Je rappelle que Twitter est interdit en Chine, c'est-à-dire que c'est tout le paradoxe, c'est la façon dont la Chine populaire sait utiliser les outils, entre guillemets, de la démocratie des réseaux sociaux pour ensuite se permettre d'utiliser en fait la pression. Donc Twitter a assumé de fermer ses comptes, Facebook a également fermé un certain nombre de comptes, et aujourd'hui donc il y a une guerre qui est engagée, qui est une guerre sur les réseaux sociaux, qui est une guerre physique aussi dans les manifestations, et donc la violence est en train de monter. Troisième point essentiel, c'est la question du lien entre économie et démocratie. Et Nicole disait, au fond, on doit utiliser la pression financière parce que c'est un outil qui est à disposition de l'Occident. Mais pour l'instant, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que dans la semaine qui vient de s'écouler, BNP Paribas ou la semaine d'avant HSBC, qui sont les deux grandes banques en fait les plus présentes à Hong Kong, BNP Paribas est présente en Chine depuis 1860. C'est une présence historique en Asie. En fait, ces entreprises occidentales ne cessent de présenter des excuses au gouvernement chinois parce qu'ils ont des employés qui désormais affichent par des posts sur Facebook, par des tweets, affichent leur soutien aux manifestants démocrates. Donc il y a quelque chose qui se passe qui pourrait être risible si ce n'était pas tragique, qui est que les PDG de ces entreprises présentent quelque sorte se liquéfient, s'aplatissent par terre par rapport au gouvernement de Chine populaire en disant « Excusez-nous d'avoir des employés qui soutiennent la présence de la démocratie » et comme vous le disiez François, un pays de système à Hong Kong. Donc ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui la pression sur le plan économique, mais l'imbrication entre l'économique et le politique est désormais totalement démontrée. Je voulais rappeler qu'en 1984, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je me rappelle, je faisais mes études à l'époque, on nous disait que la démocratie allait advenir en Chine grâce à l'économie. Eh bien, nous voyons bien que la démocratie n'advient pas en Chine grâce à l'économie, qu'au contraire, ce qui se passe, c'est que grâce à la puissance économique chinoise, la pression diplomatique antidémocratique est extrêmement puissante. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les manifestants de Hong Kong interpellent directement le gouvernement britannique, qui évidemment a d'autres chats à fouetter avec le Brexit, mais enfin, l'interpelle directement en réclamant des passeports britanniques, interpelle directement l'Union européenne, et que quelque part, Emmanuel Macron va à un moment devoir se demander s'il est président de la République française ou chef de BNP Paribas. Donc nous avons sur ces enjeux-là à avoir peut-être en tant que démocrate français, et ça rejoint la remarque de Marc Olivier tout à l'heure qui disait aujourd'hui la péninsule arabique ce n'est pas loin de nous, mais Hong Kong ce n'est pas loin de nous non plus. C'est-à-dire que par rapport à l'évolution des places financières, mais aussi l'évolution démocratique mondiale, nous sommes confrontés à un vrai paradoxe. Est-ce que nous voulons exister comme démocratie puissante par rapport à la scène internationale, ou est-ce que nous voulons laisser BNP Paribas continuer à s'aplatir pour des intérêts d'affaires qui, quelque part, sont peut-être de court terme, alors que si nous construisions le moyen terme, nous serions peut-être en train de dire qu'il faut d'autres PDG et il faut des PDG citoyens. Moi, je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Marc-Olivier Padis. Oui, vous avez soulevé beaucoup des problèmes et des questions qui se posent, mais je trouve que vous n'avez pas suffisamment insisté sur le fait qu'on a vu un recul du pouvoir chinois, quand même. C'est-à-dire que Carrie Lam a suspendu, elle n'a pas encore retiré. Enfin, elle a suspendu. Elle a retiré définitivement, d'accord, parce que c'est les revendications des manifestants. C'est un recul, quand même. Moi, c'est la première fois que je vois le pouvoir chinois reculer comme ça. On se demandait tous, il y a encore au début de l'été, si ce serait Tiananmen. On voyait des images de chars d'assaut arrivés, etc. Et là, ils ont reculé. Alors, les manifestants avaient 5 revendications. Le retrait définitif du projet de loi s'est fait. Bon, évidemment, tout ce qui est lié aux manifestations, libération des prisonniers, l'abandon des poursuites, l'enquête sur les violences policières. Et puis, la dernière revendication, alors là, la plus critique, sur le suffrage universel. Parce que, en fait, les Britanniques ont négocié un accord d'une complexité inouïe qui, en fait, module le suffrage universel par des systèmes de circonscription électorale fonctionnelle qui permettent, en fait, au pouvoir chinois de retomber sur ses pattes, quelles que soient les élections. Et donc, et en plus, ça a été suspendu après le mouvement des parapluies
lui. Mais donc, alors là, il y a un problème sur la suite du mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont quand même obtenu l'objet qui dynamisait le plus les mobilisations. Et le risque, c'est que ça s'étiole progressivement, que les énergies se dispersent, avec un objectif beaucoup plus difficile à atteindre. En même temps, le premier a été atteint. On n'est pas obligé d'être pessimiste, peut-être pour une fois. Donc je trouve quand même qu'il faut souligner ce recul du pouvoir chinois qui est un peu inattendu pour ma part. La deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est le calendrier dont on parle. Alors ça, c'est fascinant parce qu'on est là sur de la longue durée. Tout de suite, avec les Chinois, on parle de 2047. Et puis l'autre, et 2049 pour Macao, mais 2049, il y a une autre échéance extrêmement importante, qui est le centenaire de la révolution communiste. Ouais. Et l'objectif donné par Xi Jinping, c'est que la Chine s'affirme comme la première puissance mondiale civile dans tous les domaines, pour cet anniversaire de 2049. Et c'est pas mal parti, il faut reconnaître, y compris du point de vue, d'abord puissance économique, puissance d'exportation, et maintenant du point de vue universitaire, par exemple, le nombre de jeunes Chinois formés est impressionnant, etc. C'est pas mal parti, mais il y a toujours ces contradictions quand même. Cette contradiction qui reste, c'est-à-dire entre un pays, deux systèmes, c'est-à-dire l'objectif politique, idéologique, c'est le Parti communiste qui dirige, c'est l'État-parti, et là, il n'est pas question de transiger, et puis la recherche de la puissance et de la prospérité. Et comme l'a dit Nicole, la recherche de la puissance et de la prospérité, en dehors de l'idéologie, avec le pragmatisme avec lequel ils ont associé finalement un capitalisme très puissant et le parti unique, contradiction. Comme l'a dit Nicole, c'est une métropole globale, Hong Kong, indispensable pour le commerce et la finance. C'est l'accès de la Chine au marché mondial, ce qui suppose l'autonomie administrative et juridique par rapport à la Chine. Les gens font des affaires à Hong Kong parce qu'ils ont confiance dans le système juridique de Hong Kong, parce que ce système juridique n'est pas celui de Pékin. Et donc, si les Chinois cassent ça, ils casseront leur accès au marché mondial. Et donc, ce n'est quand même pas un vain mot. Ce n'est pas une rêverie de droits de l'hommiste de demander à ce que l'état de droit soit respecté. C'est un vrai problème pour les Chinois. Alors, et donc, c'est l'ajustement entre ces deux objectifs, évidemment, il n'est pas à jouer, mais quand même, ce recul chinois montre que l'idéologie ne fait pas tout. Enfin, l'idéologie et la militarisation de la société qui progresse à grands pas avec la reconnaissance vidéo qui fait froid dans le dos, l'identification de l'identité très, très poussée. Le match n'est pas joué, si je peux parler un peu de façon prosaïque, entre ces objectifs contradictoires du pouvoir chinois. Nicole Nisotto. Un tout petit mot. D'abord, pour répondre à François Bujan de l'Étang, comme vous le savez, Taïwan, c'est un autre problème. Taïwan n'est pas une ancienne colonie rétrocédée, donc il n'y a pas d'échéance sur le système de Taïwan, alors qu'il y en a une précise pour Hong Kong et Macao. Et moi, je comprends l'échéance comme la fin du régime spécial, du régime administratif spécial. C'est d'ailleurs la fin de un pays, deux systèmes. Après, il y a un pays, un système. Deuxième point, sur la stratégie chinoise. Et la faiblesse de la Chine. Oui, c'est vrai. Je crois que les Chinois, effectivement, n'ont jamais accepté sur le fond, sincèrement, qu'il puisse y avoir deux systèmes. S'ils avaient accepté, ça ne serait pas la dictature chinoise que l'on connaît. Donc c'est évident qu'ils ont, depuis le début, depuis la signature des accords, ils ont essayé de rogner sur la démocratie à Hong Kong. Alors ils l'ont fait dès le début, en suspendant le vote au suffrage universel qui est pourtant dans l'accord initial. Ils l'ont fait, par exemple, Carrie Lam est nommée par un collège de grands électeurs dirigé par les Chinois, enfin contrôlé par les Chinois. Ils surveillent les médias. Il y a eu cette affaire en 2015 des 5 libraires arrêtés et réapparus 3 mois après, on ne sait pas comment, demandons pardon à Pékin. Ils ont la surveillance électronique maintenant où ils sont leaders du monde, leader mondial des technologies de surveillance électronique. Donc les Chinois ont toujours essayé d'anticiper l'échéance de 47, ce qui est étrange d'ailleurs pour un pays qui pense sur un temps séculaire, de ne pas pouvoir supporter 20 années, il reste 27 ans, quoi, ils auraient pu supporter. Mais non, ils ne le font pas, ce qui prouve une chose, non, je ne pense pas que ça prouve la faiblesse de la Chine, ça prouve l'incompréhension des Chinois vis-à-vis de la revendication démocratique.
Lucille Schmitt. Oui, moi je pense qu'il faut revenir sur un pays de système et quand même se dire que la démocratie n'accepte pas un pays de système. La Chine ne l'accepte pas, mais la démocratie non plus. La démocratie est en conquête et quelque part, quand on lit les articles des Hongkongais dans les journaux, ils disent que vous ne comprenez pas, c'est pas la menace de Tiananmen, c'est que actuellement le gouvernement chinois n'accepte pas les libertés. Donc nous sommes dans une situation où le sujet, c'est que les libertés sont en conquête. C'est ainsi qu'il faut le voir aussi. François Bujon de l'Étang. Oui, moi je pense que oui, un pays de système, c'est effectivement un subterfuge qu'ont utilisé les Chinois pour obtenir le retour de Hong Kong et pour faire miroiter aux Taïwanais une possibilité peut-être pour l'avenir. C'est là que ça se retrouve. Mais ce n'est que cela, un subterfuge finalement. Il ne faut pas s'y tromper. Alors, juste pour un mot pour faire écho à ce qu'a dit Marc-Olivier, les Chinois ont reculé tactiquement sur l'affaire du projet de loi. C'est un recul tactique caractérisé. Mais sur le fond, ils hésitent à faire un nouveau Tiananmen. La tentation est quand même forte. Le 1er octobre, vous allez avoir l'anniversaire de la République populaire de Chine. Le 1er octobre, c'est demain, pratiquement. Ils ont massé des troupes à la frontière, de l'autre côté, mais au fond, ils ne les utilisent pas. On n'est pas à Tiananmen. Il y a 7,5 millions d'habitants à Hong Kong. Il y a périodiquement 1,5 million ou 2 millions de Hongkongais dans les rues. Et la Chine d'aujourd'hui n'est pas celle de 1989. Donc, même si la tentation, probablement, existe à Pékin de mettre bon ordre à tout ça en faisant un nouveau Tiananmen, il mesure aussi la difficulté concrète de la chose, premièrement, et deuxièmement, l'effet catastrophique sur le plan économique et international qu'aurait une réaction de ce type. L'heure est venue de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir avec 2 recommandations. La première porte sur le dernier numéro de la revue Commentaire et plus précisément sur un article très remarquable de Jérôme Jaffray sur les rapports entre Rocard et Mitterrand. C'est pas tellement d'ailleurs seulement les rapports personnels entre Rocard et Mitterrand, c'est la manière dont l'ouverture a échoué et les raisons pour lesquelles c'est une analyse politique que je trouve extrêmement fine, extrêmement pondérée, extrêmement juste. Et puis il y a aussi, à propos de l'affaire Lambert, qui fait l'objet de 2 articles, il y a un article de Jean-Éric Schuttel qui s'appelle l'affaire Lambert, la guerre des juges n'a pas eu lieu, qui met l'accent sur cette décision de la Cour d'appel qui a suspendu, sur les raisons de cette décision, ou plutôt sur la déraison de cette décision, et qui jette aussi une lumière sur le comportement d'un certain nombre d'instances judiciaires dont on a un peu de mal à comprendre quel est le motif juridique de leur décision et dont on voit plutôt assez bien quel est le problème de pouvoir qui est sous-jacent à ces décisions. Puis je voudrais recommander aussi un livre qui m'a fait beaucoup rire, livre d'André Perrin, qui avait autrefois publié Les scènes de la vie intellectuelle en France à l'Artilleur. André Perrin publie Le journal d'un indigné, magnitude 7 sur l'échelle de Hessel, précise-t-il, avec une préface de Pierre Manante qui est admirable. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, André Perrin, qui est un philosophe, agrégé de philo, inspecteur d'académie, tout ce que vous voulez? Il a écouté la radio, il a regardé la télévision, et puis de temps en temps, il a noté quelque chose qui l'a frappé, et il est allé voir ce qu'il en était vraiment. Et il n'en est vraiment rien, tout à fait autre chose, plus exactement. Par exemple, un journaliste, c'est la seule marque de confraternité que j'aurai ici, c'est que je ne citerai pas les noms, mais vous les trouverez dans le journal. Un journaliste explique qu'une ministre de Macron à l'Assemblée nationale a tout à coup montré le vrai visage du macronisme, qui n'est pas du tout la conciliation et la gentillesse et l'écoute comme on veut le dire, mais qui est au contraire la violence, l'incapacité à supporter qu'on ait d'autres opinions que les siennes, etc. Alors il va y voir et il se dit qu'est-ce qu'elle a bien pu raconter. Aurait-elle lancé à l'un de ses contradicteurs un sonore « ta gueule », comme Daniel Cohn-Bendit à Martin Schulz au Parlement européen le 9 février 2010 ? Les aurait-elle collectivement traités d'abrutis, comme l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, le 12 février 2013 ? Aurait-elle repris à leur encontre les invectives adressées par Mélenchon à Manuel Valls à la commission des lois le 3 octobre 2017 ? Nazi, ordure, pauvre type, merde ? Non. C'est bien pire, comme en atteste la bande audio que nous pouvons entendre, elle a dit ceci. Vous me laissez parler, s'il vous plaît. Ce sont des méthodes autoritaires qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. On ne fait pas de pression ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Voilà. Il y en a comme ça à non plus pouvoir. C'est-à-dire que vraiment, il faut prendre son parti du fait que le cléricalisme est maintenant dans les médias, et notamment dans les médias audiovisuels, et que par conséquent, le meilleur moyen de le supporter, c'est de pouvoir en rire. Et c'est pourquoi il faut être reconnaissant
André Perrin. C'est aux éditions L'Artilleur de publier ce journal d'un indigné, je rappelle, magnitude 7, sur l'échelle de SL. François Bujon de Letton. Et moi, je vais renouer avec un de mes péchés mignons en vous recommandant l'écoute d'un disque de jazz de très grande qualité. Marc-Olivier, la semaine dernière, avait montré le chemin en parlant de Kind of Blue. Mais cette fois-ci, il est sorti, je crois, un album extrêmement intéressant, qui est un album du pianiste Ahmad Jamal, qui, au fond, n'a jamais que 89 ans, et qui, à 89 ans, il a encore des placentas dans les narines, livre un album en solo, ce qui n'est pas du tout dans sa tradition, puisque c'est vraiment l'un des rois du trio, Ahmad Jamal. Et ce disque, qui s'appelle Ballade, est un disque extrêmement bien présenté, très réfléchi, très mûr et assez émouvant, puisqu'il va jusqu'à rendre hommage, sans le dire, à Bill Evans en jouant à la fin de ce disque 2 morceaux qui étaient des thèmes sur lesquels Bill Evans revenait toujours pendant les dernières années de sa vie, Your Story et Emily, qu'il joue à sa façon, mais en utilisant le clavier avec, je dois dire, une maestria et une profondeur tout à fait remarquable. Donc écoutez ce disque, Ballades, qui est publié par Jazz Book Records chez Harmonia Mundi. Nicole Desautos. Moi, je voudrais recommander la lecture d'un petit ouvrage collectif paru aux éditions du Seuil dans la collection La République des idées sur les origines du populisme avec comme sous-titre « Enquête sur un schisme politique et social ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un livre collectif. Un schisme. Schisme, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit un schisme. Non. Il est taquin, ce Philippe. Donc, c'est vraiment un livre collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas un chapitre par auteur, c'est l'ensemble de l'ouvrage est collectivement signé par Yann Algan, Elisabeth Besley, Daniel Cohen, qui dirige le département d'économie à Normal Sup, et Martial Foucault, qui dirige le CEVIPOF. Et c'est une réflexion sur un temps long qui montre notamment 2 origines des mouvements populistes contemporains. Premièrement, l'hyper-individualisation des rapports sociaux qui fait que maintenant on ne pense plus en termes de place, la fin de la société de classe, mais en termes de perdants-gagnants individuels. Et deuxièmement, les échecs communs de la droite et de la gauche de gérer, de compenser les excès du capitalisme financier, ce qui conduit les populistes à rejeter le système en général plutôt que tel parti, plutôt que tel autre. Donc c'est une lecture vraiment passionnante par les temps qui courent. Lucille Schmitt. Eh bien, moi, sans transition. Oui, parce qu'on n'a plus le temps. On ne peut pas tenir la mer entre ses mains. C'est le titre d'un roman, un merveilleux roman, écrit par Laure Limongi, qui dirige aussi le master de création littéraire du Havre. C'est un roman qui nous porte avec une héroïne, certes corse, mais je pense universelle, née en 1976, en même temps que le FLNC, et qui nous porte à travers toute cette décennie des années 90, au moment où la violence s'installe en Corse. C'est aussi un roman familial où le secret de famille est universel. Il est corse, mais universel. Et la mer est là, mais les larmes sont là aussi. Je pense que c'est ça qui est assez beau, c'est que nous avons à la fois les eaux intérieures et l'océan. Elles sont salées l'une et l'autre. Marc-Olivier Padis. Oui, un des sujets d'indignation fréquents en France, c'est ce qu'on appelle la fracture territoriale, et on va en reparler à mesure que les échéances des élections municipales approchent. Alors pour aussi relativiser et s'informer un peu plus sur la situation des territoires, je vous recommande de lire sur le site du Commissariat général à l'égalité des territoires le rapport sur la cohésion des territoires qui a été publié cet été discrètement en juillet, qui montre 2 choses. La première, c'est que cette préoccupation pour l'égalité des territoires, c'est vraiment une spécificité française en Europe. On a beaucoup de politiques qui visent à l'équilibre territorial et on n'y arrive pas si mal parce que, c'est le 2e point, le CGET montre qu'il y a 5 dynamiques territoriales en cours, donc pas du tout une dynamique binaire comme on dit souvent avec les favorisés et les oubliés, mais il y a 5 dynamiques qui concernent la métropolisation, les communes périurbaines, l'armature des villes petites et moyennes, les territoires ruraux, et tout ça ne connaît pas des mouvements homogènes. Il y a des situations différenciées à l'intérieur de chacune de ces dynamiques. Je vous remercie. Je vous rappelle que cette émission est préparée avec Olivier Magloire, que Nicolas Tourneau assure la gestion de notre site, Benoît Carré les transcriptions, le compendium que vous pouvez trouver chaque semaine sur notre site également. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes sont nos producteurs. Adrien Beccaria a assuré l'enregistrement de cette émission
pour le studio L'Arrière-Boutique. Et quant à vous, si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas, 30 € par mois ne vous en coûteront que 10 et vous saurez où les déposer en vous rendant sur notre site. Je vous donne en tout cas rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Nouvel Esprit Public.